Au Moyen Âge, chaque seigneur instituait des foires qui furent appelées foires seigneuriales, auxquelles conviendrait mieux l'épithète de foire à taxe, le but étant de subvenir aux besoins du seigneur. Ils les ont encouragés et protégés pour permettre le développement de leur fief et en même temps percevoir le ton-lieu, taxe que devaient payer les marchands pour avoir le droit de mettre leur étal. À la fin du XIIe siècle, l'exportation des produits de l'Orient, la culture agricole, l'art de travailler les métaux donnèrent naissance à un échange de produits qui favorisèrent le commerce national. Pour accueillir les marchands, certains seigneurs firent construire des halles. Les grandes foires royales les ont remplacées. Voici quelques anciennes foires qui subsistent de nos jours. Au temps des Gaulois, la protectrice des chevaux, Epona, était la déesse vénérée à Rouillac. À l'époque romaine, cette ville était un centre d'échange au carrefour de 3 voies importantes: Lyon-Saintes, Angoulême-Aulnay, Bordeaux-Poitiers. Ces communications favorisaient le commerce des chevaux et bien plus tard, ce commerce fut à l'origine de la foire de Rouillac, qui avait la particularité de voir s'arrêter à date fixe les maquignons qui sillonnaient les routes de Bretagne jusqu'en Espagne. Cette foire devient mensuelle au début du XIXe siècle. Depuis lors, tous les 27 de chaque mois, l'animation règne dans le bourg qui reçoit actuellement en cette journée de 10 000 à 15 000 visiteurs venus de tout le canton et des départements voisins. Les différentes places de Rouillac ont chacune leur spécialité. Place du marché aux eaux-de-vie, au nom évocateur, champ de foire pour le bétail, place du général Leclerc pour les volailles, etc. Les produits du terroir sont là: fruits et légumes, pinot et cognac, vins de pays, fromage de chèvre, miel, charcuterie et autres produits comestibles venus d'ailleurs. Les ustensiles de cuisine, la quincaillerie, les tissus et les vêtements abondent. La foire de Rouillac est maintenant connue dans une large région allant de Niort à Bordeaux et de Saintes à Limoges. Qu'il vente ou qu'il pleuve, la foire bat son plein entre 9 h et 17 h. 500 stands y sont régulièrement installés. C'est autour du prieuré de l'Encloître que dès le XIIIe siècle s'établit une petite bourgade. La richesse de la vallée de l'Envigne favorisa le maraîchage et l'activité commerciale de l'Encloître, qui s'imposa peu à peu comme place agricole d'importance. La communauté religieuse de l'Encloître possédait certains droits et avantages seigneuriaux comme le pigeonnier et le moulin. Antoinette d'Orléans effectuait des retraites dans ce couvent de femmes. En 1612, profitant de l'un de ses séjours, les bourgeois de l'Encloître lui demandèrent d'intercéder en leur faveur auprès du roi pour que 4 foires annuelles s'y tiennent. Elles étaient fixées au premier lundi de Carême, aux fêtes de la Saint-Jean, de Saint-Roch et de Saint-Simon. En échange, les moniales percevaient des taxes sur les produits vendus. C'est seulement vers 1780 que la répartition annuelle des foires changea. En 1782, leur nombre passa de 4 à 9, et au XIXe siècle, elles passèrent à 12 et avaient lieu le premier lundi de chaque mois. Ce jour-là, les écoles étaient fermées. Actuellement, la foire de l'Encloître a toujours lieu le premier lundi de chaque mois. Elle rassemble environ 350 commerçants non sédentaires et plusieurs milliers de visiteurs. Elle prend une importance encore plus exceptionnelle quand le premier lundi du mois tombe un jour férié, comme le 1er mai. C'est alors une cohue joyeuse et bruyante. Située sur une marche frontière, la foire des Héroles, à la fois poitevine, marchoise et berrichonne, confond depuis plus de 5 siècles son histoire avec celle des agriculteurs et des éleveurs. Monsieur Hervé Vallée, conseiller général, en dit ceci: à l'image des saisons qui s'écoulent et des travaux des champs qui depuis la nuit des temps se répètent,
cette foire ponctue chaque fin de mois la vie des femmes et des hommes qui façonnèrent ces paysages bocagés verdoyants. Véritable atavisme, l'attrait qu'elle exerce se transmet de père en fils, tel un patrimoine. Mais, au-delà de cet héritage, la foire des Héroles, à l'image de celle de l'époque médiévale, crée dans ce village, l'espace d'une matinée, un monde fabuleux et bigarré, où le pittoresque côtoie l'insolite. Alors que les hommes négocient, les femmes parcourent cet éphémère supermarché pour trouver l'ustensile qui leur manque ou le vêtement dont elles ont envie, tandis que la convoitise sans cesse s'éveille à la vue des bonnes affaires proposées sur les étals. Ainsi, depuis 1484, les Héroles ont connu toutes les évolutions, traversé toutes les révolutions du monde agricole. Ce fabuleux lieu de rencontre entre trois cultures tire sa force de cette permanence et de son extraordinaire aptitude à maîtriser les mutations de nos campagnes. Des aménagements permanents font des Héroles un des grands marchés de l'ouest de la France. Ça grouille, ça grouine, ça caquette, ça bêle, ça cacabe, on y parle patois, on y parle anglais, pendant que les enceintes des stands de CD crachent des airs d'accordéon et des sketchs des Bodens. Qui n'est jamais allé à la foire des Héroles n'a jamais vu de foire, dit-on. Tous les 29 du mois ou le 30, lorsque le 29 tombe un dimanche, le hameau appartenant à une commune de 270 âmes qui s'est construite autour de cette foire voit entre 15 et 20 000 personnes défiler dans les allées. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver parmi les 400 stands répartis sur 11 hectares des lots de slips 3XL, des chaussures femmes taille 45, de l'ail vert, blanc, rose, des balais magiques, des aimants antidouleurs, au milieu de tonnes de produits du terroir, de centaines de volailles, d'agneaux, de motoculteurs. Un mets constitue à lui seul un prétexte à un déplacement aux Héroles. Le restaurant du champ de foire, qui n'est ouvert qu'une fois par mois, le 29, sert entre 1000 et 1500 têtes de veau. Et pour pouvoir prétendre être allé au bout du pèlerinage et pouvoir s'installer à l'une des grandes tables du restaurant ou sous un des barnums, il faut d'abord faire la queue pendant une demi-heure afin de retirer son ticket. Mais d'ici, on ne repart pas le ventre vide. Pâté de campagne, tête de veau, bœuf bourguignon, fromage, dessert, café et vin. C'est encore au comptoir que des potrons minés, les maquignons, font parfois affaire autour du menu du matin, tête de veau évidemment, fromage et café. Mais la grande époque du marché aux bestiaux est loin. En revanche, les parties alimentaires et vestimentaires se sont développées. Cette tradition remonterait au règne de Charles VII. Carrefour de routes commerciales à une époque où l'on circulait beaucoup plus difficilement, Brissac était le lieu idéal pour la foire Saint-Maurice, une petite ville où convergeaient chaque année des centaines de familles rurales de la province d'Anjou. À l'origine, cette foire aux bestiaux était le lieu de vente d'ail, d'oignons et d'oies pour l'hiver. Après 5 siècles de tradition, on y retrouve plus de vendeurs de vêtements ou d'ustensiles de cuisine que de maraîchers. Les besoins pour l'hiver ont changé. Elle se tient tous les ans, le samedi qui suit le 22 septembre, fête de la Saint-Maurice. Elle transforme la commune en un véritable plateau piétonnier. Les années, les siècles ont passé et la tradition a perduré pour le plus grand plaisir des habitués. On y déguste la beurnache et le vin nouveau. Autrefois, les restaurateurs servaient de l'oie rôtie que les promeneurs pouvaient déguster. La foire de la Sainte-Trope est encore présente dans la mémoire de nombreux Saintais d'un certain âge.
Cette fameuse foire prononcée Saint-Eutrope en Saintongeais avait pour origine l'évêque Sainte-Trope, venu évangéliser cette contrée de Saintonge au 1er siècle à la demande du pape Saint Clément. Mais il y mourut en martyr. Sa tombe a été retrouvée seulement près de 4 siècles après sa mort. Son tombeau, installé dans la basilique Sainte-Trope de Saintes, devint, alors, une étape incontournable pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Des guérisons y furent constatées. Ils vinrent donc nombreux et très certainement prirent pour habitude de se retrouver sur un emplacement plat en contrebas au bord de la Charente, devenue avec le temps la place Blair. Qui dit pèlerin, dit aubaine pour les commerçants qui s'y intéressent. Progressivement, la fête champêtre, avec des danses joyeuses, devint une fête foraine vers les années 1770. Dans les années 1900-1970, c'était une fête foraine, une foire du trône locale avec des jeux, des manèges, des loteries, des attractions plus ou moins burlesques, des petits théâtres sous un tivoli, des confiseries, des pains d'épices, etc. Pour la joie de tous, les manèges et autres attractions de la Sainte-Trope restaient en place dernière quinzaine d'avril jusqu'au premier lundi du mois de mai, jour de la foire mensuelle, avec des moments forts comme le 30 avril, jour de la fête de Sainte-Trope. En 1970, la Sainte-Eutrope a vécu et les forains sont regroupés alors rive droite sur le grand parking du hall Mendès France, où ils sont d'ailleurs toujours aujourd'hui en 2017. Chaque année, cette Sainte-Trope était clôturée par la grande foire mensuelle de Saintes qui, elle, a toujours lieu les premiers lundis de chaque mois. Avant la construction d'une rocade sud de contournement ouverte en 1994, il fallait traverser la ville de Saintes où il n'y avait qu'un seul pont routier et une artère principale plus ou moins bloquée. Des panneaux étaient alors installés qui conseillaient aux automobilistes d'éviter Saintes les jours de foire. Quelques modifications dans l'emplacement de cette foire furent tentées, mais l'arc de triomphe de Germanicus en resta toujours le centre névralgique. Et c'est également ici qu'avec un peu de chance on entend encore le parler savoureux de Saintonge avec les habits, casquettes, bérets qui vont avec. Une revue du traditionniste parue en 1909 décrit la foire de la Minée de Chaland, en voici un extrait. À 10 lieues à la ronde, du fond du bocage vendéen, des confins de la Bretagne et de Machecou, des extrêmes limites du Marais, de Beauvoir et de Saint-Jean-de-Mont, et même des îles Dieu et de Noirmoutier, tous paysans, bourgeois, artisans, accourent en foule traiter leurs affaires, échanger leurs denrées, faire leurs provisions d'hiver, mais aussi se divertir et marquer d'1 ou 2 journées de ripaille leur paisible et laborieuse existence. Le 2e dimanche de septembre, premier jour des réjouissances, se tient la foire aux meubles. Ébénistes et menuisiers ont transporté sous les grandes halles les nombreux bahuts, lits, armoires, buffets, et dès que le marché sont conclus, marchands et acheteurs se rendent en hâte au cabaret voisin déguster leurs breuvages favoris, le café, additionné de pousse-café, qui leur donnera des jambes et des muscles pour faire sauter leur galante en dansant la maraîchine. Le lendemain, le lundi, a lieu la foire aux oignons et aux bois. C'est le jour choisi par toutes les ménagères chalandaises pour faire leur provision de l'année de ces nombreuses liacées d'oignons et d'échalotes ficelées artistement. C'est aussi la foire aux aiguillons, aux jours, aux ingles, ces grandes perches de châtaigniers qu'utilisent les maraîchins pour franchir les nombreux canaux qui entourent leur demeure. Enfin, le mardi, c'est la foire tout court. C'est le jour de grand commerce et de réjouissance. C'est l'arrivée de charrettes remplies de cages à poulets qu'amènent les gens du bocage, et à canards en provenance du Marais,
Mais les héros du jour, ce sont les canards. Les potés. Les pauvres se passeraient sans nul doute de ces succès, car pas un ne reverra la grande mare où naguère, tout jeune, il s'essayait à barboter. Les acquéreurs sont là, ces volaillers des bords du lac de Grandlieu. Ils auront vite fait place nette et entassé cage sur cage dans leur immense charrette. Ils vont donc partir, les petits potés maraîchins, faire une saison sur les bords du lac, en attendant que leur nouveau propriétaire les expédie à Paris. La dernière étape, où ils feront le régal des gourmets qui prisent fort leur chair savoureuse. Mais sans doute, ils ne songent guère à tout cela, les gais maraîchins éleveurs de potés. Ceux-ci sont vendus et bien vendus. La bourse est replète à cœur joie. La fête bat alors son plein. Mais pendant que les orgues des chevaux de bois font rage, que les pitres s'époumonnent devant leurs baraques et débitent d'alléchants boniments, la plupart de nos paysans, fidèles aux vieilles traditions et peu sensibles aux colibés des forains bariolés, retournent dans les auberges qu'ils transforment eux-mêmes hâtivement en salles de danse. Les tables, hissées les unes sur les autres, sont rangées le long des murs. Dans un coin, sur la plus haute, se tient le vesouneur, et la danse recommence comme la veille, comme l'avant-veille, mais cette fois avec plus d'entrain, une furie extrême. Garçons et filles veulent utiliser gaiement les derniers moments de loisir. Les filles ne le cèdent pas aux garçons et font preuve d'une endurance remarquable. Elles savent que les galants tiennent en haute estime celles qui dansent plusieurs branles de suite sans fatigue. Il est fort avant dans la nuit, quand le vesouneur se résigne à descendre de ses tréteaux pour boire le café d'adieu avec ses danseurs. Et la route est longue pour retourner aux borderies. Mais qu'importe, la foire de Minet ne se termine qu'au soleil levant. Après quelques années de repos, cette manifestation repart en 1954. De nos jours, ce rendez-vous est incontournable du nord-ouest Vendée, se déroule toujours jusqu'à mardi à Challans. Mais au fait, c'est quoi cette foire? Quelle est son origine? La foire des Minets, qui est une des plus anciennes du département, date du Moyen-Âge et tire son nom de la minée. Ce mot est synonyme ou équivalent de minage. Il désignait l'opération de contrôle des instruments de mesure, notamment de capacité. Ce contrôle était effectué par le pouvoir civil et était assorti de la perception d'un droit. Le seigneur du lieu, en l'occurrence le baron de Comquier, prélevait un impôt appelé aussi le minage sur la quantité de grains vendus au marché de Challans. Qu'est-ce qui fait la force de cette foire? La foire des Minets, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. On y trouve de tout. Ce salon d'exposition en plein air propose aussi des concours agricoles. Les commerçants disent « on vient là parce qu'on vend ». C'est une vitrine commerciale du nord-ouest Vendée. Qu'elle soit près du centre-ville contribue aussi à sa force. Le commerce local en bénéficie. C'est bien pour tout le monde. Le côté festif est lié aux racines des maraîchins. Pendant longtemps, le mardi de la foire était férié. Les anciens y venaient pour travailler, mais aussi pour faire la fête.